Bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Après un temps d'éclipse, me voici devant vous pour ce devoir agréable de donner à nos téléspectateurs des éléments de débat, des éléments d'information. Je voudrais rappeler, peut-être pour ceux qui nous suivent pour la première fois, que Chemin Critique est un espace que Géopolis Télévision a offert à notre public pour que nous puissions, ensemble avec nos invités, construire les voies qui nous amènent vers des solutions envisagées. Il arrive que nous ayons une solution en tête, mais encore faut-il connaître comment y arriver. Et le chemin critique, c'est en réalité l'ensemble des étapes qui nous amènent vers une solution certaine. Nous sommes tous conscients que notre pays traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire. Ce n'est certainement pas la première période, mais nous avons quand même connu des histoires difficiles. Celle d'aujourd'hui, elle nous interpelle parce qu'elle s'attaque à l'intégrité de notre territoire en tant que pays. Nous avons donc une guerre qu'on appelle une guerre d'agression parce qu'un des voisins, sinon derrière le voisin, beaucoup de choses se passent pour pouvoir s'accaparer de notre souveraineté. Alors, comment éveiller la conscience de notre peuple face aux différents dangers? Certains disent que les Congolais sont distraits, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas que s'ils ne font pas attention, leur pays va partir. Sommes-nous réellement inconscients? Notre peuple n'est-il pas au courant du danger qui pèse sur la nation? S'il était au courant, comment allait-il réagir? Et comment font les dirigeants pour pouvoir donner à ces peuples-là les moyens de son indignation? Parce qu'il faut se manifester, parce qu'il faut mobiliser, parce qu'il faut défendre le pays. Ça devient donc difficile pour tous ces critiques-là qui sont lancées vers le peuple congolais d'être justes. Alors, ce soir, nous nous sommes donc posé une question, et c'est la même que je viens de répéter. Comment éveiller la conscience du peuple face aux dangers qui pèsent sur la nation? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités que vous connaissez parce que je les ai déjà reçues dans d'autres circonstances, et j'ai donc la joie et le plaisir de recevoir à votre droite à vous, mais à ma gauche, le docteur Silas Makangu, qui est un homme à ne plus présenter, donc homme d'église, chercheur, scientifique, écrivain. Le docteur Silas Makangu a déjà publié un très bon ouvrage sur lequel nous avons fait une recension. Bonsoir, docteur Silas. Bonsoir, monsieur Willy. Merci donc d'avoir accepté encore une fois un privilège de venir ici parce que vous avez, dans le domaine de la connaissance et de la pensée, vous avez élaboré un bon matériau sur lequel nous allons revenir ce soir aussi. Merci beaucoup. Alors, en face de vous, c'est lui que j'ai le plus d'appeler les patriarches à la figure de jeunes, parce que il est comme un jeune, mais en réalité, de sa bouche sortent des paroles anciennes, des paroles puissantes. Samuel Yamungu, on ne peut pas avoir un nom aussi évocateur, un nom de prophète et un nom de Dieu. Alors, vous êtes CEO de Cyrus Group, donc vous êtes un opérateur économique aussi, mais en même temps, vous travaillez dans le domaine de la conscience collective. Bonsoir Samuel Yamungu. Bonsoir et je vous remercie pour l'instant de la pensée parce que j'ai envie de dire, je sublime ces instants parce que chaque chose physique commence par la pensée. Par la pensée. Et merci pour l'occasion. Alors, vous êtes donc l'un en face de l'autre, pas pour vous rentrer dedans, mais vous devez trouver ensemble les voies convergentes vers ma problématique. Je vais vous poser des questions, je ne vous laisserai vraiment pas un instant de répit, tant que nous n'avons pas trouvé le chemin critique qui amène vers la conscience du peuple. Alors, docteur Silas Makangu, comment vous appréhendez la question de la conscience du peuple? C'est quoi en fait en réalité? Parce que chacun de nous a sa personnalité. Chacun de nous vit son expérience. Chacun de nous a son milieu. Peut-on parler réellement de conscience du peuple? Merci, monsieur Kalengai. Surtout, je sublime cette thématique qui tombe à pic, d'autant plus que la crise que nous sommes en train de traverser en tant que société, en tant que communauté nationale, à mon avis, elle est aussi d'ordre qui relève de cette inconscience. Inconscience parce que jusque-là, nous n'avons pas la même appréhension que les autres ont de nous, mais aussi parce que nous souffrons de cette crise identitaire.
Et pour savoir de ce qui relève de notre conscience, quelle est notre conscience en tant que peuple, je crois qu'il y a lieu de se poser 2 ou 3, 4 questions. Celle de savoir qui sommes-nous? Qui sommes-nous en tant que peuple? Est-ce que nous sommes ce que les autres disent que nous sommes, ou bien nous pensons que nous avons une définition à pouvoir imprimer et amener les autres à nous définir comme tels? Deuxième question qu'il faudrait se poser, d'où venons-nous? D'où venons-nous? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de la République démocratique du Congo, la plupart d'entre nous, et malheureusement même l'élite congolaise, pensent qu'en tant que peuple, nous aurons existé depuis notre accession à l'indépendance. Ce qui fait que lorsque vous posez la question aux universitaires congolaises, aux universitaires congolais, pardon, d'où venons-nous? Certains vous parleraient de ce que nous sommes devenus depuis les années 1960. La troisième question qu'il faudrait se poser, comment est-ce que les autres nous perçoivent? C'est bien beau de savoir qui nous sommes, mais est-ce que ce que nous sommes correspond à ce que les autres pensent de nous? Parce que l'action que l'autre pose à notre égard ne relève pas seulement de qui pensons être nous-mêmes, mais aussi de comment est-ce que lui pense de nous. Voyez-vous? Et la quatrième question, c'est de savoir quel est le lien qu'il y a entre nous, ce que nous sommes, et l'espace géographique que nous occupons. Est-ce que sommes-nous capables aujourd'hui en tant que peuple prétendre que nous occupons réellement cet espace géographique qui est le nôtre, ou simplement nous y habitons simplement? Alors, cette question de savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous et comment est-ce que l'autre nous perçoit et quel est le lien qui nous réunit à la terre où nous sommes en train de vivre depuis nos ancêtres jusqu'à nous aujourd'hui, nous permettrait pour pouvoir imaginer si réellement nous avons une conscience ou bien nous ne l'avons pas. Mais aujourd'hui, je pourrais quand même dire que la grande crise que nous traversons, elle est aussi une crise de conscience. Parce que nous ignorons qui nous sommes, d'où venons-nous et quel est notre rôle, quelle est la partition que nous devons jouer dans la cohabitation avec les autres peuples autour de nous. Vous avez déjà lancé la grande thématique et je n'ose pas poser la même question, mais c'est la même qui reste. Avons-nous, quelle approche nous avons de la conscience du peuple? Vous venez de dire, et je crois que votre interlocuteur d'en face a bien entendu. Comment vous réagissez à cette question, vous aussi? J'ai malheureusement envie de dire, pour le moment, qui sommes-nous? Nous sommes inconscients. Nous sommes des inconscients parce que simplement, nous ne sommes pas de ceux qui avons le privilège, si je peux dire ainsi, ou bien soit, voilà, le privilège d'avoir à être définis par nous-mêmes. Nous sommes définis par l'autre et puisque nous n'avons plus de conscience, nous sommes dans cette posture à penser que ce que l'autre a dit, c'est ce que nous sommes. Et appris de sang, de fouet et de drame que l'histoire de notre continent a subi, a fait que nous puissions rentrer dans une disposition d'amnésie. D'amnésie parce que ce n'est pas un fruit du hasard. Vous savez, le chaos qui a constitué notre perte d'identité est une science qui a été montée par ceux qui sont venus vers nous pour nous perdre. Vous savez, j'ai envie de dire une chose, c'est que je me souviens qu'il y a un cours, il y a quelques années, j'avais l'habitude de participer avec quelqu'un qui me faisait partie de ma vie, qui est décédé aujourd'hui, qui faisait son master en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Et il y avait un cours dans le management. Vous savez, c'était quoi la thématique du cours? La rationalité du mal. La rationalité du mal. La rationalité du mal. Et ce cours fait partie, ici, au Congo, en management, ça n'existe pas. Parce que nous sommes l'évacuation de pensées prévues. Et nous pensons que tout ce qu'on nous dit de nous ici, c'est la vérité. Mais notre vraie vérité est dite par l'autre, chez lui, mais sans nous. C'est un peu comme l'histoire de ce traité de Berlin, où on nous a saucissonnés sans qu'il y ait aucun de nos parents à cette table
Et on a défini qui va être quoi, qui va ainsi de suite. Et du coup, nous pensons que ce que nous vivons, c'est un fruit du hasard. Et on dit Nzamba Kosala. On n'est pas dans cette disposition-là. C'est une logique pensée pour que nous puissions arriver à dompter ces êtres africains qui hier étaient considérés comme étant des êtres divins. Quand vous voyez par exemple Hérodote, qui était un reporter de l'époque grecque, qui pouvait parler de son voyage venant de Kama, de l'Afrique, il disait « J'ai vu ces êtres qui étaient des êtres ayant la divine mélanine, des êtres éternels, forts, grands, et vous ne pouvez même constater en eux leur âge. Ils étaient toujours vigoureux, et ainsi de suite, berceau de tout le savoir, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc nous n'avons pas de conscience. Nous n'avons pas de conscience, non pas parce que nous avons accepté de manière hasardeuse. C'était une stratégie montée pour que ces derniers puissent avoir le dessus sur nous. Et donc, de par cette, cette antiquité, ou bien cette origine de l'histoire qui n'est pas enseignée chez nous, fait que nous avons hérité et nous sommes même fiers d'accrocher notre repère sur la honte qui nous constitue. Vous savez, quel est le but de l'histoire? L'histoire, son but est celui qui permet de mettre les bases de comment penser, de comment se penser. Et toute l'histoire que nous avons pour faire en sorte que nous puissions avoir cette raison d'être aujourd'hui en communication télé par rapport à ce chemin critique, fait que nous constatons aujourd'hui, par exemple, que quand nous voyons tous ces médias mainstream, tout ce que nous étudions même à l'école, tout ce que nous recevons comme enseignement biblique ou coranique ou bien hébraïque et tout ça, mais le noir, l'Africain, toujours dans une posture de précarité. Et nous sommes arrivés dans cette dimension de croire que nous sommes nés dans le chaos. Voilà. Et c'est ça notre matière première. Aujourd'hui, l'actualité, c'est que le pays est soumis à un massacre permanent. Nous comptons 20 ans, on est déjà en train d'aller vers 10 millions de morts. Et ce massacre laisse indifférent l'ensemble de la communauté internationale. Comme si ce qui arrivait ici n'arrivait pas aux hommes. Ça arrivait comme ça arrive dans les catastrophes naturelles. On peut entendre parler d'un incendie qui a ravagé des hectares de forêts, mais ça n'émeut pas outre mesure. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour pouvoir attirer l'attention de la communauté internationale et nationale sur ce qui se passe au Congo. Nous allons d'abord suivre une de ces voix. Les rares voix discordantes dans une commisération générale, dans un complot de silence total, quelques voix se lèvent pour dire non, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas juste. Nous allons donc suivre le cri d'un député en Belgique. Je suppose qu'il était à la Commission européenne ou au Parlement européen, Marc Botenga, qui a fait quelque chose en Belgique qui est devenu viral aujourd'hui. Nous allons donc le suivre et nous revenons avec mes deux invités. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Nous revenons sur ce plateau et je voudrais déjà avec vous poser une question. Vous allez y aller tout droit, directement. Qu'est-ce qui explique l'indifférence de la communauté internationale face au drame congolais?
Dr Silas. Bon, écoutez, M. Kalengai, en tant que chercheur en géopolitique, je pourrais d'emblée dire que la comparaison, elle est trop forte. Trop forte parce que, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en relations internationales, ils savent ce que l'espace de l'Ukraine représente dans ce qu'on appelle l'Eurasie. Voyez-vous, la jonction entre l'Eurasie, l'Europe et l'Asie. Et on dit en géopolitique que celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Eh bien, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui qu'il y a des massacres au niveau de l'Est de notre République, le Congo. Cette indifférence, je crois qu'elle relève de ce que l'Occident considère comme étant intérêt. Est-ce que nous représentons les mêmes intérêts que l'Ukraine? Est-ce que quand les drames sévissent dans nos frontières en tant qu'espace géographique, est-ce que cela constitue une menace pour leurs intérêts directs? Si ce n'est pas le cas, alors nous devons constater avec vous ici cette indifférence à l'égard de ces drames qui sévissent dans nos frontières. Mais la plus grande question qu'il faudrait se poser, pour revenir même à ce que Samuel était en train de dire, aujourd'hui cette vidéo devient virale. Mais est-ce qu'il fallait attendre qu'un député belge le dise? Est-ce que la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies, le Conseil de sécurité n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé auparavant? Mais la bonne question serait aussi de savoir, après avoir fait cette dénonciation, qu'est-ce qui arriverait? Je pense que nous devons plutôt changer de paradigme. Arrêtez de croire que les choses changeraient parce qu'un député belge aurait pris la parole au Parlement européen et aurait plaidé en notre faveur. Il n'y a aucun pays qui accepterait de souffrir à la place de notre pays. Et c'est aussi ici la question de la conscience. Samuel disait tantôt que nous acceptons d'être définis par l'autre. Et le fait d'accepter d'être définis par l'autre, quelquefois nous nous consolons parce que l'autre aborde notre question. Parce que l'autre accepte d'être notre porte-parole. Les meilleurs porte-parole dans une situation comme celle-ci, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est la voix de la victime. La voix de ceux qui se considèrent comme étant victimes qui devait être beaucoup plus entendue. Nous ne devons pas croire, parce qu'un député belge aborde la question, que du coup, parce que quand vous regardez même le temps, la période durant laquelle il a pris cette initiative de parler en notre faveur, et aujourd'hui, vous remarquerez que rien n'a presque changé. C'est pour dire que nous devons revenir en nous-mêmes. Nous poser les meilleures questions. D'où viendrait notre solution? Notre solution viendrait lorsque nous allons la penser en interne et non pas en externe. Encore faut-il que nous en ayons conscience. Il faudrait que nous en ayons conscience. Et pour cela, je reviendrai encore à ce que disait tantôt Samuel. Qu'est-ce qui fait que nous laissions les autres penser ce que nous sommes et ce que nous serons demain? Je pense que quelque part, nous avons raté notre décolonisation. Vous savez, il y a eu un savant congolais, le prof Mabika Kalanda, qui dans son ouvrage célèbre, qui disait quelque part que nous avons raté notre décolonisation simplement parce que cette décolonisation n'a été que politique et économique, elle a manqué d'être mentale. Il nous faudrait une décolonisation mentale, nous amener à penser par nous-mêmes, à penser les solutions par nous-mêmes et à penser l'avenir par nous-mêmes. Mais pour cela, nous devrions d'abord repenser notre conscience nationale, notre conscience en tant que peuple, parce que cela tient même à notre survie en tant que nation, tient à notre survie en tant que société. Et si nous ne parvenons pas à penser les choses par nous-mêmes, eh bien, laissez-moi vous dire, demain, ça sera le tour d'un député suisse, ça sera le tour d'un député allemand, et dans l'entretemps, on continuera à dénombrer les morts. Pour cela, il faudrait que nous arrivions à penser par nous-mêmes. Vous allez répondre à la question, mais j'ajoute une deuxième. Quand vous regardez les dates qui construisent notre mémoire collective, je me rends compte que ce sont des dates souvent dont l'action et la détermination sont venues de l'extérieur. En tant que peuple, donc 1885, conférence de Berlin, et tous nous avons conscience que c'est là où nous avons commencé, alors qu'il y avait d'autres royaumes. Oui. 1960, c'est la Belgique qui accepte notre indépendance.
1990, c'est le discours de la bolle, c'est la démocratisation, c'est toujours l'extérieur. 1997, c'est la FDEL, c'est toujours l'extérieur. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous avons connu 4 cycles électoraux, et nous sommes là, dans un pays où des populations sont massacrées, dans l'indifférence générale, comme si c'était un message qu'on nous lançait, en disant, ce n'est pas à nous de venir vers vous parce que vous êtes des géants. Vous devrez savoir vous occuper de vous-même. Peut-être que je me trompe. Mais effectivement, vous savez, vous avez fait, comme on dit, cette analyse réellement critique. Parce qu'au fait que jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore nous. Depuis qu'on nous a coupés de notre origine, nous n'avons pas encore réellement vécu l'indépendance. Au fait, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, au fait, en réalité, quelque part, excusez-moi, ça peut paraître prétentieux, hein, mais j'ai l'impression, on dirait qu'au fait, c'est que c'est aujourd'hui que vous et moi, nous sommes en train de refaire la restauration de nos aïeux au travers de cette capacité de la pensée. Parce que ces gens qui nous dominent, parce que ce qui vient de se passer, excusez-moi, j'ai envie de dire, c'est de l'hypocrisie. C'était un gros foutage de gueule. Ouais. C'est un très gros foutage de gueule, c'est un besoin... De la part du député ou de la part... De la part du député, et c'est des éléments de langage pour davantage justifier, par exemple, pourquoi est-ce que la France a la plume pour écrire et parler à notre nom. Vous comprenez? Oui. Et jusqu'aujourd'hui, nous qui sommes 100 millions d'habitants, nous nous laissons berner par une petite nation de 60 millions d'habitants ou d'un président qui est moins âgé que moi, qui n'est ni père de famille, qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est s'occuper d'un enfant. Pas d'attaque personnelle. Non, c'est pas personnel, c'est pour dire, parce que quand on est parent, sur mon plateau. Non, quand on est parent, on a cette capacité de compassion, de savoir prendre sur soi, et des fois s'oublier. Vous voyez par exemple la Belgique, une nation de 12 millions d'habitants, c'est Kinshasa, moins quelques millions d'habitants, qui sont ceux, puis parce qu'ils sont blancs, d'accord, ont le droit de parler pour vous. Alors aujourd'hui, la bataille de Lumumba, ou la bataille, j'ai envie de dire la bataille de Lumumba qui était sous-bassée par les valeurs traditionnelles et culturelles, et même cultuelles de ses aïeux, qui ont porté sa capacité de penser, parce que Lumumba en réalité ne réfléchissait pas en français. Il réfléchissait en tétela, il réfléchissait en lingala, il réfléchissait dans les langues de chez nous. Parce qu'en fait, nos langues, elles ne sont pas que des expressions vocaux. C'est tout un lien spirituel qui nous rattache à une terre et à des valeurs. Donc, quand je dis que c'est de l'hypocrisie, c'est simplement en fait pour pouvoir bien paraître, afin de pouvoir justifier cette continuation de faire le porte-parole. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voyez les différentes dates qui sont en train d'être citées par mon frère Kalengai tout de suite, là, ce sont des dates que nous avons subies. Et aujourd'hui, il est temps, de par la pensée que nous sommes en train de davantage développer, parce que si toi et moi, aujourd'hui, nous réfléchissons à ça, nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui est là encore beaucoup plus éclairée que celle de l'époque de Lumumba, que celle de l'époque d'autrefois, de tous les différents grands noms qui ont été... Éclairée, moins courageuse. Voilà, éclairée, moins courageuse. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, l'audace que nous avons, vous savez, les propos que nous sommes en train de porter aujourd'hui, il y a 60 ans, tu le portais, tu rentrais en prison. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de retourner dans une pensée, si tu veux, d'humanité classique, qui a trait à nos origines, pour pouvoir maintenant changer, vous avez parlé tout à l'heure des paradigmes, changer le paradigme dans la manière de la conception pour faire précéder les actions. Parce qu'on nous a donné la date du 30 juin, on nous a donné la date de 1885, on nous a donné différentes dates en fonction du fait quand le mur de Berlin tombe et qu'on doit avoir ici les démocraties, parce que ça faisait le style par rapport à la géopolitique, par rapport au bon sens humain, entre guillemets, de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, de par la réflexion sur base de nos valeurs, sur base de nos malheurs, l'hymne national congolais dit ceci: nous sommes unis par le sort. Nous sommes unis par le sort. Vous allez continuer. Le docteur Silas dit
l'indifférence de la communauté internationale, c'est parce que nous ne sommes pas un danger. Nous ne représentons rien. Est-ce que vous êtes de cet avis? En fait, vous savez, Montesquieu a dit ceci, hein, dans un livre de Cheikh Anta Diop que j'ai lu. Il dit, Montesquieu dit ceci, tant qu'une nation, vaincue peut-être, si elle continue à parler sa langue, elle va rebondir. Mais maintenant, nous sommes une nation qui avons été vaincus. Mais nous ne parlons pas notre langue. Nous avons adopté la langue du la langue de notre bourreau. Et dans lequel en fait, les vibrations des mots ne veulent pas forcément dire la même chose que réellement nos mots. Parce que pour rebondir, il faut d'abord détecter le mot M-A-U-X pour ressortir les mots M-O-T-S, afin de faire précéder les actions. Je donne un bête exemple. Quand ces gens sont venus sur notre continent, c'était avec l'autorisation de la bulle papale de Nicolas V, au nom du fait que l'Occident était dans le Dark Age. Ils étaient en train de subir la période de la peste noire et tout était chaotique chez eux. Il y a un élément qui est important à pouvoir relever. Après que les Amérindiens soient décimés par les Occidentaux, par les Européens et tout ça, Amerigo, Christophe Colomb, il s'avérait qu'ils ont essayé de pouvoir esclavagiser ces derniers pour davantage faire le profit sur ces derniers, sur ces peuples. Mais l'endurance physique des Amérindiens n'était pas à la hauteur des ambitions de ces prédateurs. Les gens oublient, ou bien la jeunesse, ou le monde oublie, même chez eux on ne l'enseigne pas, que ce sont les Arabes qui ont colonisé les Européens, depuis le 7e siècle jusqu'au 13e siècle. Ce sont eux qui leur ont appris à parler et à écrire. Les universités premières en Europe, en Espagne, sont arabes. Et quand les Arabes tombent de leur gloire d'antan, ils sont retournés vers l'Asie et l'Afrique. C'est comme ça que vous trouvez par exemple la République islamique du Maniema, qui quand même les colons viennent pour pouvoir coloniser le Congo, d'accord, ils trouvent que le Maniema est déjà peuplé par un pouvoir arabe. Mais il existe un principe qu'on appelle juridique le concordat, qui a fait qu'ils puissent négocier pour pouvoir demander aux Arabes de leur céder cette partie de la terre du Maniema pour que ça rentre dans le projet du Congo. Et avant que cela ne se passe, il s'avère que quand ils sont en train de chercher la main-d'œuvre à pouvoir violenter, abrutir ou encore les exploiter, utiliser de manière déshumanisée, ce sont les Arabes qui expliqueront aux Européens qui sont leurs anciens colons, parce que voyant qu'ils ont les mêmes couleurs, vous savez, le diable chez les chrétiens, il est noir, chez les musulmans, le diable, il est noir, chez les juifs, le diable, il est noir. Parce qu'en fait, vous allez voir, chez les juifs, par exemple, ce qui est diable, l'autre, on l'appelle goy, qui veut dire un chien noir, d'accord? Vous voyez, par exemple, chez les Arabes, la pierre noire qu'on doit lapider, elle est aussi noire parce que ça incarne l'image du noir. Et autant que même dans le christianisme, vous verrez plusieurs images. C'est le noir qui est écrasé par le saint Jean-Baptiste ou le saint Gabriel et ainsi de suite. Donc, par ce narratif où on nous a reflété une image d'autodétestation, parce que le mal est incarné par le noir, faisant en sorte qu'ils peuvent être en désaccord sur plusieurs plans. Mais sur la chose qui a trait au noir, à l'Africain, ils oublient leur conflit pour se mettre en harmonie. Ils se mettent en harmonie pour pouvoir parler sur la situation. Les Arabes leur disent, il existe un peuple qui est fort dans le travail, jovial. Ils ne suspectent même pas le mal quand ils reçoivent. En fait, ils sont hospitaliers. C'est par cette démarche-là que ces derniers, de par la bulle papale, viendront vers nous pour pouvoir, par notre hospitalité, quand on les reçoit, toi Poto, parce qu'en fait, en réalité, quand on parle Poto, on a l'impression que c'est l'Europe, l'endroit bien. Mais en fait, Poto, c'est un lieu pauvre. C'est-à-dire, quand on recevait ces gens-là, les Caucasiens chez nous, nos aïeux avaient l'habitude d'abord de les nourrir. Avant de les nourrir, ils les envoyaient au bain.
On les nourrissait, on les lavait, et puis à un moment, quand ils sont bien en chair, on leur donnait même quelques grammes d'or et tout ça pour partir. Vous voyez? Donc, de ce fait, ces gens voient qu'on nous reçoit sans prétention, sans suspicion, ils disent qu'ils sont bêtes. Non, ce n'est pas la bêtise. Parce qu'en fait, l'humanité, le divin, la manière de pouvoir considérer l'autre comme soi, c'est notre nature. En fait, aujourd'hui, nous sommes victimes, raison pour laquelle, je vais tout à l'heure m'arrêter, je veux dire, la chose, quand nous voyons ce Belge parler, on a l'impression de dire, oh, il nous aime. C'est à cause de ça que nous avons été bernés. Oui. Une fois de plus, sentimentalement parlant. On pense que quand l'autre parle pour nous, il est avec nous. Non. Ceux qui ont établi la colonisation, l'esclavagisme et autres, ce sont et les démocrates, les républicains. Non, les démocrates principalement, par exemple. Les démocrates, on pense que la démocratie, mais ceux qui ont été auteurs de l'esclavage aux Américains, c'est les démocrates. Samuel, vous allez tous les deux, vous allez réagir. Mais je prends la question d'un téléspectateur. Parce que nous sommes suivis, nous sommes en direct. Ça vient de M. Patrick Messot, depuis Massina sans fil. Le président Dwight Eisenhower avait l'habitude de dire que les Congolais est un peuple enthousiaste et ignorant. Aujourd'hui, vous dites que les Congolais sont inconscients. Doit-on dire que depuis 1960, nous, en tant que peuple, nous n'avions pas réalisé de progrès? Voilà la question qui est posée. Vous y répondez rapidement parce qu'on va continuer. Je vous en prie. Non, on ne peut pas dire que nous n'avons jamais réalisé des progrès. Des progrès, il y en a eu. Il y en a eu, je dirais même des progrès énormes. Mais malheureusement, ces progrès ne correspondent pas au potentiel que nous avons, mais aussi aux opportunités qui se sont présentées à nous. Revenir un tout petit peu sur ce qu'on était en train de dire tantôt sur l'indifférence des Occidentaux en rapport avec la situation qui se vit chez nous. Mais je pense que l'indifférence des Occidentaux vient surfer sur notre propre indifférence. Je vous donne 3 faits. Hier, c'était la guerre à l'Est. Aujourd'hui, les narratifs changent. Ça devient maintenant la guerre de l'Est. Hier, lorsque ça n'allait pas à Goma ou Bukavu qui tombait, c'était la République tout entière qui réagissait de manière spontanée. Aujourd'hui, vous pourrez compter le nombre de marches que des jeunes gens qui sont dans les milliers où sévissent les troubles, les réactions, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de correspondant dans la partie ouest. Je donne un autre fait. Lorsque vous considérez de 2001 à 2008, je dirais 98 à 2003, pendant que les 2/3 du territoire national étaient occupés par le mouvement rebelle, c'est aussi pendant ce temps-là que la musique, notre musique, a atteint son apogée. Questionnez tous les acteurs qui sont dans ce domaine de la musique, ils vous diront, pendant ces moments-là, que nos orchestres congolais ont eu à faire la ronde des grandes salles européennes et les stades ici à Kinshasa. C'est pendant ces grands temps c'est pendant ces mêmes moments, là je vous donne des statistiques, que les entreprises et les sociétés de brassicole ont eu à faire le plus grand chiffre d'affaires. C'est pour dire quelque part, le blanc est aussi observateur. Il ne va pas venir se lancer porter votre problème dès lors qu'il constate en vous-même que vous ne portez pas. Vous ne portez pas ce problème comme étant le vôtre. Donc vous n'allez pas demander aux autres de prendre votre poids quand vous-même vous ne voulez pas les porter. Il y a l'ex-première dame américaine Eleanor Roosevelt qui disait, quand quelqu'un se fait une ânesse, il ne doit pas se plaindre si les autres lui montent dessus. Je pense que l'attitude que les autres, ou encore les actions que les autres mènent à notre égard, relèvent de notre propre attitude, relèvent de cette absence justement de la conscience nationale. Est-ce que nous n'avons pas toujours eu une conscience? Évidemment, parce qu'une conscience, on la construit. Une conscience, on la construit, et ce qui peut être construit peut aussi être déconstruit. Si l'autre, si les Occidentaux, le colonisateur est arrivé, il a réussi à démanteler, à déstructurer cette conscience nationale, ce n'est pas par son départ que les choses redeviendront à la normale. Non, il faut reconstruire et déconstruire ce que lui avait laissé. C'est là où j'ai toujours dit, M. Kalengai, l'élite africaine, l'élite congolaise en particulier, devrait être au moins capable de réfléchir comme
le colonisateur qui a réussi à l'étudier et à le déconstruire mentalement, culturellement, pour que lui aussi à son tour parvienne à déconstruire ce que les colonisateurs avaient laissé, afin de reconstruire notre véritable identité, parce que nous ne pouvons pas continuer à croire que le changement qui arrive sans nous finira en notre faveur. Question, parce qu'une question encore des sénateurs, vous allez y répondre. On dit toujours, ça vient de M. Yannick Piana, depuis la commune de Lemba. Et il dit ceci, on dit toujours, on ne peut pas se sentir mieux dans des pantalons qu'on n'a pas cousus. Aujourd'hui, les Congolais habitent un pays qu'ils n'ont pas pensé ni conçu. Face à cette réalité, est-ce qu'ils pourront se sentir et avoir la force de repenser la forme de cette société? Voilà la question que je vous ai posée. Ben, elle tombe bien parce qu'au fait, elle correspond à ce que je voulais, ce à quoi je voulais rebondir. Parce que vous dites, au fait, c'est que faire comme le colon quand il est parti et pour pouvoir réutiliser sa technique, pour... Vous savez, il est... c'est bien beau. Vous savez, une politique que l'on utilise, même avec affection, même avec dédain, ou ainsi de suite, quand elle a été pensée par l'autre, tout ce que tu feras, la comptabilité de cette dernière lui reviendra toujours. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que je propose par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les nations européennes, par exemple, elles se sont construites, parce qu'au fait, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes un peu la résultance dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière de présenter. Nous avons la référence qui est l'Occident au travers même de tout ce que nous avons étudié. Donc on ne peut pas parler de l'Asie ou d'autres référents que ce qui est d'abord à notre niveau. Ces derniers, pour pouvoir mettre sur pied un plan de civilisation pour eux-mêmes, ils ont dû repartir sur des éléments archéologiques qui a trait à leur humanité classique, à leur origine qui se sont fabriqués, quand bien même ça serait mythique. Okay? Vous verrez que tous... Donc vous dites que nous n'avons pas de cosmogologie, nous n'avons pas... Non, mais c'est ça le problème, c'est que nous avons c'est-à-dire nous avons notre ancestralité, nous avons nos éléments archéologiques, nous avons notre cosmogonie, mais auquel nous avons même peur d'en parler. On a l'impression que quand on parle de ça, on est proche du diable. On a appris à ce que nous puissions détester nos parents. Imaginez-vous, vous et moi, nous sommes parents. Tout le sacrifice que nous faisons pour nos enfants, nous le faisons par amour. Demain, nous décédons directement dans le mental. La programmation qui est faite qui est déjà installée dans le système, fera en sorte que tout ce que tu as fait de manière sacrificielle Soit diabolisé. Ok? Donc, c'est plus ou moins, je veux revenir à ça. Donc, ces derniers se sont reconstruits, sont construits sur base des éléments qui a trait comme la partie, si tu veux, propre de leur renaissance, c'est la partie gréco-latine. Donc même, vous verrez que même les Allemands, d'antan, on leur disait que leur origine était gréco-latine, quand bien même sur le plan des ADN, sur le plan archéologique, ça n'avait rien à voir. Mais ils avaient besoin d'avoir un référent pour pouvoir bondir. Mais nous, au fait, c'est que nous n'avons pas de référent. Et pour les reconstituer, au fait, en réalité, nous avons tous les éléments avec nous, mais que nous regardons, mais nous ne voyons pas. Nous entendons, mais que nous n'écoutons pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Belges, quand ils partent, ils vous laissent leur langue. Vous voyez? Vous parlez français, vous parlez anglais, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Et quand ils partent, ils vous laissent l'éducation qui est sous la gestion de quoi? De l'UNESCO. Mais pendant ce temps, chez eux, leur éducation est gérée par l'éducation nationale. C'est l'UNESCO qui définit quel type d'histoire que vous devez étudier, et ainsi de suite. Et même, pourquoi est-ce qu'il y a un élément que je voulais rajouter? Vous savez, il y a un élément que je voulais dire tout à l'heure, la philosophie. La philosophie, c'est, si tu veux, c'est la maïotique, ou bien c'est l'ambre de l'instinct qui peut générer la pensée qui va te construire. Mais quand tu réfléchis et tu penses dans la langue de l'autre, tu ne pourras pas arriver à devenir, même comme l'autre, même pour devenir mieux que toi-même. C'est quoi le problème qu'il y a aujourd'hui? Nous avons peut-être plus les colons chez nous,
mais nous sommes encore colonisés par le fait que notre éducation n'est pas congolocentrée, n'est pas sous l'initiative de nous-mêmes. Nous avons des faits historiques. Vous avez parlé tout à l'heure que le Congo, le peuple congolais a fait des prouesses qui ne sont peut-être pas, comment dire, qu'on ne constate pas. Effectivement, je voudrais peut-être faire part d'un élément de prouesse qui a été volontairement mis sous silence. Sous silence parce que simplement, en fait, c'est que, pourquoi, tout à l'heure, je vous ai expliqué l'élément de l'histoire, le pourquoi de l'histoire. Parce que l'histoire est importante parce qu'elle te permet à savoir pourquoi est-ce que tu dois penser. Il y a un élément qui est crucial, par exemple. La Première Guerre mondiale, si elle s'est arrêtée, quand on parle de l'armistice, est-ce que vous savez que l'armistice a été peut-être célébré par d'autres chaque mois de novembre, n'est-ce pas? Et si vous savez que c'est grâce au Congo que l'armistice aujourd'hui a lieu, mais sauf que dans cet élément de l'histoire, on enlève les Congolais. Pourquoi? Il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, l'Europe qui était tombée, tous étaient sous l'emprise des Prussiens, des Allemands de l'époque, d'accord? Et le monde est dans le chaos. Et la partie dernière, qui restait de bastion qui permettait à ce que les Allemands puissent récupérer la situation, et pour toujours, c'était la partie de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous avions le cuivre qui était au Katanga, en Tanzanie et autres. Il y avait une grande troupe allemande qui était, c'est comme ça que vous avez ici au Congo des avenues comme les Dodoma, Kigoma et tout ça. C'est là-bas que tous les grands enjeux sont passés. La Belgique déjà tombée, elle n'existait même plus, la France tombée. Et leur sursaut a eu à intervenir, la stratégie qui est intervenue, c'était laquelle? Ils ont dû envoyer le général Tombeur avec 1 ou 2 éléments qui sont venus ici au Congo. Ils ont constitué une armée grâce à des mbolombolo, même pas, c'est-à-dire des jeunes garçons, qu'on appelle ça, des bangalas, des mbouza, des choses comme ça. Ils sont partis à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire ils sont partis à la première, sans formation de fantassins. Et vous savez pourquoi est-ce que nous avons gagné d'abord cette guerre? À Kigoma, en Tanzanie, ils arrivent ici avec des avions démontés, rapide, tous ces éléments-là, on a dû les monter ici au Congo, sur le lac Tanganyika, pour traverser à Kigoma. Nos parents d'antan, puisque la terre leur appartenait, ils connaissaient tous les petits coins. Ils ont pu éventuellement massacrer l'armée puissante prussienne que les Français n'ont pas pu vaincre, que les Belges n'ont pas pu vaincre, et tous les autres, même l'Angleterre n'a pas pu vaincre. Et c'est grâce au Congo, à ces anciens, comment on appelle ça, forces publiques qui étaient en préparation de devenir la police administrative, qui directement ont été transformés en forces armées, et ils ont pu vaincre cette bataille au niveau de Kigoma, et c'est grâce à ça que nous avons, que leur humanité à eux, à l'armistice, et la première guerre mondiale s'est terminée, et c'est aussi grâce à ça que la Tanzanie n'appartient plus aux Allemands, le Rwanda et le Burundi n'appartiennent plus aux Allemands. C'est grâce à ça que le Togo n'appartenait plus aux Allemands et la partie même du Cameroun. Et c'est même grâce au Congo que les Belges ont eu le droit de pouvoir participer à la réunion de Versailles pour un autre dispatch du monde. Mais on ne parle pas de nous. Et c'est important. Mais qui va parler de vous si vous-même vous n'en parlez pas? Et c'est cet effort-là. Évidemment, quelqu'un est venu il y a quelques semaines dans ce pays. Un visiteur de marque. Il est arrivé ici et il a parlé des Congolais. Nous étions en train de chercher qui nous sommes. Vous voyez, nous avons fait des choses qui avaient une incidence mondiale. Mais les Congolais se connaissent-ils? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est venu. Lui, c'est Pape François. Il est arrivé dans ce pays. Il a parlé des Congolais. Nous sommes en train de chercher notre conscience. Qui sommes-nous? Est-ce que nous pouvons nous percevoir comme lui nous a perçus? Suivons dans cet extrait le pape François. Et tandis que vous, Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays, je viens à vous, au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Et apprendre de votre exemple de patience, de courage et de lutte. Je voudrais vous parler à travers une image
qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Je suis ici pour vous étreindre et pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable, que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de déverser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assiduité. Courage, frères et sœurs congolais. Relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Revis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par le dur labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Chers amis, les diamants sont généralement rares. Eh bien ici, ils abondent. Si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sous la terre, cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. Et c'est précisément à partir des cœurs que la paix et le développement sont possibles, car avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice, sont capables de pardon, de concorde, de réconciliation, d'engagement et de persévérance pour mettre à profit les talents reçus. Dès le début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. Voilà, Pape François, il estime, et il a peut-être raison, que le Congolais, certes, le diamant abonde ici, mais le vrai diamant ici, c'est la population congolaise, c'est les Congolais. Tout à l'heure, avec Samuel Yamungu, il disait, oui, ces diamants, ce peuple-là a déjà fait des choses pour l'humanité. Moi, je voudrais vous poser une question, parce que là, nous sommes comme en présence d'un homme d'église, et sur ce plateau, il y en a un aussi, pasteur. Alors, je voudrais vous demander si la religion ne joue pas un rôle dans la perception des différences entre les hommes et la notion même de la guerre sainte. Est-ce que notre pays ici n'est pas d'une certaine victime d'une certaine religiosité? Est-ce que, tout en respectant les paroles du pape, mais j'en viens à cette question de fond, est-ce que les Congolais ne sont pas incapables de s'unir parce qu'en réalité, ils ont été séparés par les murs que produit l'adhésion à la religion? Je vous en prie. Monsieur Kalengai, ce que le pape vient de dire est tellement pertinent, mais aussi en toute honnêteté intellectuelle. Je ne vais pas faire le procès à la religion, mais je vous dirai quand même avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité, la religion a encore beaucoup à faire. Elle n'a pas à se glorifier de ce qu'elle a produit jusque-là comme travail, parce qu'il suffit de constater ce que le Congolais est dans son âme, dans son esprit, dans son corps, pour qu'en tant que religieux, qu'on l'on se rende compte qu'il y a beaucoup à faire. Nous n'avons pas dormi sur nos lauriers comme pour dire que voilà, nous avons fait l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Amener ce Congolais à pouvoir apprivoiser son sol, à pouvoir contrôler son sol, à le protéger spirituellement, militairement, à le contrôler économiquement, politiquement. C'est alors que la religion pourrait dire, pourrait se prétendre fière d'avoir fabriqué des hommes tels que Dieu voudrait que ces hommes soient. Parce que le pape parle de deux choses. Il parle du sol et de celui qui est sur le sol. Et il dit que tous les deux sont les diamants. Il y a les diamants dans le sol, mais aussi celui qui est sur le sol et les diamants. Mais je pense que ceci est un appel important que chacun de nous devrait saisir, partant des autorités politiques et religieux, et aussi vous tous hommes des médias, pour nous poser la question quand est-ce que le Congolais devient un diamant.
Est-ce que c'est ce Congolais qui sort, qui naît de la maternité, qui du coup est un diamant, ou encore devenir un diamant, c'est tout un processus. Et ce processus, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le système éducatif. Samuel en parlait tout à l'heure en disant que nous avons une école occidentalisée. Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait tropicaliser notre système éducatif afin de les rendre contextuels. Parce que je crois que la gloire n'est pas dans les 100 millions de Congolais que nous avons. Parce que lorsqu'on a 100 millions d'habitants et que les niveaux d'instruction, la capacité à pouvoir se prendre en charge, la capacité à pouvoir défendre son territoire est trop faible, le surnombre devient une faiblesse pour la société. Ce qui fait qu'il faudrait partir du nombre, de la quantité à la qualification. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en économie moderne, on ne parlait pas de la population comme étant un facteur de puissance, mais c'est plutôt le capital humain qui constitue un facteur de puissance, de production même. Parce que partir de la population à la capitalisation, cela suppose qu'il y a une industrie de transformation. Et l'industrie de transformation, c'est cela l'école, c'est le système éducatif. C'est aussi ce travail que nous sommes en train de faire. C'est celui qui taille pour sortir les diamants. Taille pour sortir les diamants, parce que les diamants, on ne les ramasse pas. Il faut creuser pour les sortir. Et quand on l'a trouvé, il faut le tailler. Il n'a pas la même valeur que quand on l'a taillé. Oui, oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas des instituts, des centres de taillerie des diamants. Il faut peut-être aller à Anvers, il faut aller à Tel Aviv ou encore à Johannesburg. Donc pour dire que les Congolais diamants, c'est ces Congolais que nous devons devenir. Mais est-ce que c'est que nous sommes jusque-là? Nous en sommes fiers? Non. Comment quitter ces Congolais bruts que nous sommes aujourd'hui, potentiellement diamants, pour devenir réellement ce Congolais diamant qui atteindra la dignité pour défendre l'intégrité? Parce que quelque part, le pape dit qu'il faudrait que chacun de nous puisse avoir de la dignité afin de défendre l'intégrité. Parce qu'un peuple qui n'a pas de la dignité, un peuple qui, aux yeux des autres, se voit petit et à ses propres yeux, se considère comme étant petit, eh bien, il ne saura pas défendre son intégrité. Il ne comprendra pas que le plus grand don que Dieu lui a donné, à part son cerveau, c'est aussi l'espace géographique dans lequel Dieu l'a placé. Mais quand Dieu vous place sur un espace géographique, le but, ce n'est pas seulement de vous multiplier, de vous proliférer. Le but, c'est aussi de les transformer, de les rendre compétitifs comme les autres espaces existants, de manière à ce que vos fils ne puissent plus prier, vous pousser à vendre une portion de terre afin qu'ils aillent vivre à l'étranger. Donc, il faudrait que les diamants qui marchent sur le Congo transforment l'espace géographique en un espace diamantifère. Ce qui serait un petit paradis. La même question. J'aime beaucoup comment est-ce que mon frère parle, et surtout tous les principes économiques dont il fait l'expertise de la formation. Mais j'ai juste envie de te dire, mon frère, tu sais, tout ce que tu expliques en français, ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que c'est en français. Parce que c'est une théorie de l'autre. Vous savez pourquoi est-ce que c'est... Moi, je ne vous comprends pas. Mais c'est pas... Non, je vais y arriver. Il faut se poser la question. Est-ce que vous ne surdimensionnez pas? Non, je vais y arriver. Je fais... À force d'en parler comme si c'était une puissance extraordinaire, non. Vous le surdimensionnez, la science n'a pas de race. Non, je dis ceci. Vous savez... L'autre, ce n'est pas que l'Occident. Non. L'autre, c'est aussi le voisin direct. Oui. L'autre, c'est aussi celui qui, lui aussi, a à subir. OK? La méchanceté ou la colonisation de l'Occident. L'autre, c'est aussi le Sénégal. L'autre, c'est aussi le Maroc. L'autre, c'est aussi les Émirats. L'autre. Donc, nous ne devons pas nous placer dans cette peau de la seule victime. Non, vous savez, quand je parle de l'autre, oui. Quand je parle du Sénégalais, de celui, lui, je ne l'appelle pas l'autre. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous parlez de tous ces principes économiques et autres, vous verrez que tous ces principes économiques ont des thématiques ou ont des noms, c'est-à-dire de paradigmes de X comme de Y. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors quand je parle de l'autre... Le fait qu'il y ait les paradigmes de X ou d'Y ne signifie pas que ce sont eux les premiers à les avoir appliqués. Voilà. Mais parce que même dans nos sociétés les plus ancestrales, les plus anciennes, ces paradigmes ont été pratiqués. Autrement. Mais non. C'est par rapport à cela que seulement c'est au niveau de la nomenclature, c'est au niveau de la dénomination, de la terminologie. C'est comme ça, en fait. Alors moi, je crains, Samuel, que nous tombions
dans une phobie de Non, pas du tout, pas du tout. étranger. Non, vous savez, sur la terre, tel que moi je vois les choses et tel que Dieu, le Créateur, a fait les choses, nous sommes tous complémentaires. En effet. On est tous complémentaires. Mais maintenant, en fait, c'est que quand on parle de paradigme, quand on parle de la manière de voir les choses ou de faire les choses, le poisson a son type de développement qui est aquatique, qui est différent du lapin qui est sur terre ferme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En effet. Alors, quand je parle, par exemple, que nous sommes, par exemple, des poissons, et que je parle de l'autre, celui qui n'est pas dans notre univers, qui n'a pas la même souffrance, qui n'a pas le même type de problème que moi. Et quand je parle de moi, je ne me parle pas que de moi, c'est tout ce qui est mon semblable. C'est comme ça que je parlais de l'autre. Et donc, tout ce que vous pourrez citer comme pays autour de nous, nous sommes les mêmes personnes. Parce que tu vas parler du Sénégalais, il trouve de Massamba là-bas, tu trouves des Kassanda, même au Kenya. Nous sommes les mêmes personnes, mais ça n'empêche pas au Rwanda de nous faire du mal. Mais bien sûr. Voilà pourquoi je disais, en tant que Congolais, l'autre c'est qui? L'autre c'est quiconque. Nous n'avons pas beaucoup de minutes. Je voudrais que vous... J'ai encore une thématique. Vous allez vous retrouver. M'échoir sur quelque chose. J'aimerais demander vraiment que vous alliez... Je voudrais m'échoir sur quelque chose. Oui. Vous savez, pourquoi est-ce que, par exemple, que ceux qu'on appelle comme chefs coutumiers ou bien que les Fumu ont à leur main ce sceptre de pouvoir. Par exemple, vous voyez, par exemple, ils ont un équivalent comme ceux que les Blancs appellent chasse-mouche. Hein? Chasse-mouche ou bien qui ressemble à un balai, par exemple. Éventail et tout ça, n'est-ce pas? Vous savez à quoi cela a comme signification? Parce qu'au fait, à ce que les autres appellent, comment dire, l'occidental appelle chasse-mouche, ce n'est pas un genre de chasse-mouche. C'est simplement au fait que c'est le symbole de l'unité d'un peuple, ok, qui est tenu par les différents poils qui sont dans ses mains. Et donc, lui, le chef coutumier, ou le Mwami, ou le roi, a le devoir de protéger la terre et de veiller en sorte que tout le monde reste uni. Et au-delà de ça, le savoir, parce qu'on a parlé de l'homme diamant, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'homme diamant et le diamant sur terre. J'ai envie de dire, en fait, que tout ça, c'est déjà dedans. Et même le principe économique est dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? De par même nos nominations, les noms que nous portons, c'est parce que la plupart d'entre nous ici, nous ne savions pas que signifient nos noms. Je demanderai au commun de mortels comment tu t'appelles. D'abord, tu vas citer ton prénom, avant de citer ton nom. Tu dois savoir une chose, que d'abord, les noms que portent les Africains, que portent les Congolais, si tu arrives à rentrer dans la logique de la tradition, tu verras que de par le nom, il y a une fonction sociale, il y a un événement, il y a une place à, comment dire, il y a un rôle à jouer. Et dans ce rôle à jouer, c'est simplement dans cette dynamique qui font la promotion de l'économie, qui font la promotion des valeurs, qui font la promotion de la connaissance, du savoir-faire et autres. C'est par rapport à ça que je voulais... Okay. Voilà. Alors donc, ça revient à dire au fait que, d'un côté, important il est de savoir aussi, quelque part, réfléchir dans les valeurs qui sont d'abord les nôtres les plus proches. Parce que les nôtres, s'ils ont vécu, quand je dis nos parents qui ont vécu comment dire, en millions, ils arrivaient à organiser des cités. En effet. Il y a comment dire, Barclay qui est un des colons qui vient en Afrique, qui dit nous avons trouvé des hommes intègres et ainsi de suite. C'est difficile de les corrompre parce qu'ils sont organisés. Samuel, vous allez continuer. Vous allez continuer. Je vais vous donner, je vais mettre l'eau à votre moulin. Hein? Vous allez continuer. Parce que nous parlons effectivement de rentrer dans notre africanité, dans nos identités. Nous venons de traverser le pape, c'est l'Église, c'est eux qui nous ont amenés. Mais avant le pape, avant l'Église, l'Afrique existait. Je voudrais, avant qu'on termine cette émission, nous allons suivre un chercheur, un grand chercheur. On n'a pas beaucoup de minutes, il nous reste peut-être 10 minutes au maximum. Kalala Omutunde, qui vient de nous quitter il y a 2 mois. C'est un grand chercheur. Il a publié un ouvrage qui s'appelle « Antériorité africaine du Dieu unique ». Et il poursuit donc une forme de cosmogénèse dans ses ouvrages pour expliquer que le fondement même du christianisme, le fondement même de la connaissance du Dieu unique en Afrique. Il estime que l'Afrique dont nous sommes aujourd'hui les héritiers est au cœur même de la connaissance de Dieu, et c'est à partir de l'Afrique que le monde entier connaît ce Dieu unique. Il a fait une des recherches et je voudrais que vous puissiez le suivre dans quelques minutes.
Et puis je reviens, comme ça nous allons arriver à ce chemin critique qui nous amènera vers la conscience de nous-mêmes pour faire face aux dangers qui s'imposent à nous. Suivons Kalala Mutunde dans ses premiers extraits, juste quelques extraits. Le fondement même de la quête intellectuelle et scientifique en Afrique sur la notion de Dieu, ça a été déjà de se dire une chose qui est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que si on a la biodiversité, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de l'apparition, de la gestation, de l'enfantement, de la création de cette biodiversité. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes, donc plusieurs êtres supérieurs, qui ont chacun créé un élément, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un dieu pour les cocotiers, un dieu pour les manguiers, ou est-ce qu'il y a eu un seul être qui a conçu la totalité de la création? Et en faisant une analyse scientifique, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un seul être à l'origine de tout. Mais la nature de cet être, c'est que chaque fois qu'il a créé quelque chose, la chose a préexisté à son existence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur le fait que Dieu a créé l'homme. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'homme a préexisté à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé les conditions préexistentielles de l'humanité avant d'engendrer l'humanité. Et c'est ça qui fait la particularité du discours sur Dieu dans le cadre de la cosmothéologie africaine. Donc tout de suite, non seulement ils voient qu'il y a un Dieu unique, ils disent que le soleil, c'est-à-dire la lumière, est la manifestation de la présence, c'est-à-dire ce n'est pas le Dieu, mais c'est sa manifestation. Or, il y a un seul soleil dans le ciel. Donc, deuxième information, on a Midou Netcher, c'est-à-dire les paroles de Dieu, puisque Netcher n'est pas au pluriel. Et troisièmement, on voit les rois qui sont dits Sarah, c'est-à-dire fils de Dieu, noter leur nom dans un cartouche, qui est le chêne, et on vous dit que le chêne représente l'univers. Donc c'est un cercle, d'accord? C'est un cercle. Et le nom du roi est inscrit au centre du cercle. Moi, je pose une question. Quand on fait un cercle, il y a combien de centres? C'est-à-dire combien de centres qu'il y a dans un cercle? Il n'y en a qu'un seul. Hein? Donc à partir de là, on voit bien que les choses sont scellées. C'est-à-dire que la notion d'un Dieu unique qu'ils ont appelé Wa, Wa c'est le chiffre 1 en mathématiques, quand on parle de Médou Netcher, donc de l'égyptien ancien. Wa, les anciens ont été jusqu'à appeler Dieu Wa, c'est-à-dire l'unique. Et quand ils ont dit dans les textes que votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre mis à part lui, c'est une information qu'on retrouve dans plusieurs textes sur papyrus, qu'on retrouve par exemple dans l'hymne d'Akhenaton qu'il a fait à Aton, donc c'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu qu'il a appelé Aton, mais qu'on va retrouver dans la Bible, dans Marc et qu'on va retrouver dans le Coran. Donc on voit bien que l'information qui a été conçue dans le cadre d'une réflexion spirituelle africaine, cette information a servi de base à la réflexion des autres types de spiritualité, et ces autres types de spiritualité disent elles-mêmes qu'elles se sont nourries, c'est-à-dire que le lait, le sein de la maman africaine, ben c'est ce lait-là qui sont venus téter. Et c'est comme ça qu'on dit que Moïse a été initié par Pharaon à la connaissance du divin. C'est-à-dire qu'il est venu téter la substance spirituelle de la Non, ça continue. Voilà. C'est juste un extrait. Nous devons ne pas avoir de complexes. Des recherches viennent activer notre conscience. Nous sommes les aînés de l'humanité. Personne ne nous a appris Dieu, nous le savions. C'est nous-mêmes qui l'avons enseigné aux autres. Pourquoi alors avons-nous si peur d'être ce que nous sommes? Pourquoi n'avons-nous pas conscience de la force qui coule à nous en tant que peuple, en tant qu'Africains? Je vous pose cette question parce que ce sera la conclusion. Nous avons donc cherché depuis le début de cette émission de savoir comment élever la conscience de nos compatriotes pour faire face aux dangers qui pèsent sur nous. Et nous, les Congolais, comment faire face à la barbarie, aux tueries, à la déshumanisation, et voire même aujourd'hui à la perte de dignité pour nos sœurs, nos mamans à l'est du pays, si nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes. Nous allons donc conclure cette émission. Je vais commencer par vous qui avez la parole. Je sais que vous n'avez pas tout dit aujourd'hui,
Mais c'est comme ça aussi, les drames des émissions. On ne dit pas tout. D'accord. Alors, concluez cette émission en mettant dans quelques phrases l'essentiel de votre message. J'ai juste envie de dire tout à l'heure, quand mon frère avec qui nous sommes en train de co-débattre avec, a parlé de l'exemple, par exemple, du Rwanda. Je vais juste faire rapidement pour une incursion, et puis je la ferme. Vous voyez, qui est notre frère, il nous attaque. Vous savez, qui a parlé de l'accumulation primitive, Karl Marx, du capital? Parce que simplement, c'est une forme de l'économie à la manière moderne, hein, par rapport à comment dire, à la néocolonisation qui est celle qui continue jusqu'aujourd'hui. Alors je la ferme, et en revenant sur l'histoire, sur l'élément que nous venons de voir avec Omotunde, j'ai envie de dire, en fait, moi-même, je suis un exemple vivant. Je m'appelle Yamungu. Mon nom n'est pas un nom de l'indépendance, c'est un nom ancestral. Ça veut dire de Dieu. C'est-à-dire la notion du divin, c'est pas comme Kalengai, par exemple. comme Makangu. Voilà, vous voyez au fait, c'est que l'Africain, c'est pas un ovni qui a apparu, vloup. Non, c'est un être qui est d'abord, comme j'aime bien souvent le dire, si l'univers existe depuis 4 milliards d'années, sur la terre des hommes, l'homme noir existe depuis 350 000 ans. Et le caucasien, le blanc, est arrivé sur terre par la transformation du fait qu'il y a eu un lot de sapiens ayant traversé de par le détroit de Gibraltar. Ça a été prouvé, c'est scientifique. Ils sont passés avec la dernière glaciation qui a duré 100 000 ans. Ces derniers qui étaient noirs, parce que pour vivre en Afrique, au niveau, là où nous sommes, il fait chaud, on est sous l'effet, pour être protégé, il faut avoir la mélanine. Alors, être noir et blanc, c'est-à-dire celui qui est noir comme nous, on appelle, nous sommes des êtres de couleur. Le blanc, c'est un être sans couleur. C'est ce qu'on appelle locoderme en grec. Ça veut dire être sans couleur. Ils ont été dépigmentés pour permettre à leur existence de continuer dans leur environnement hostile, c'est-à-dire des Cro-Magnons, du Néandertalien. Donc, il naît il y a 20 000 ans, et il y a à peu près 8 000 ans qui s'est structuré pour devenir ce qu'il est revenu vers nous, qu'on appelle Muntu, parce que Mundele, par exemple, c'est-à-dire le Ndélé qui est revenu, qui fait en sorte que aujourd'hui il est devenu leader de la civilisation, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui a le leadership dans le monde, et donc ce qui fait que c'est l'enfant qui commence à dire, qui se proclame parent de son parent. D'accord? Et c'est lui qui lui montre tout ce qu'il y a à savoir. Donc voilà. C'est juste pour dire que de par déjà le nom que je porte, le nom que tu portes, si chacun de nous devait arriver à définir la signification de son nom, il comprendra l'ancestralité ou bien l'origine la plus lointaine. Parce que les noms que nous avons en tant qu'Africains, ce sont des noms qui sont comme des prophéties. C'est comme si on te prédit. C'est comme si on te dit un événement. C'est-à-dire ce sont des banques à événements. Parce que quand tu commences à définir ton nom, tu vas te rendre compte que tu vas ressortir une histoire et tu te rendras compte que cette histoire n'est pas de hier. Très bien. Donc, je pense qu'effectivement, n'ayons pas peur de pouvoir éventuellement, c'est pas question de revendiquer, mais de prendre conscience. Quand tu prends conscience que tu n'es pas, que tu n'es pas un vaurien, tu te comportes de manière digne. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de mémoire. Nous avons une mémoire troublée, d'amoindrie, et nous sommes dans une considération médiocre de nous-mêmes parce que simplement, l'autre qui aujourd'hui qui a pris la primeur sur la colonisation, c'est-à-dire sur la civilisation, on va dire quoi, sur la civilisation, nous dit que nous ne sommes que ce que lui a défini que nous sommes. Mais maintenant, il faut s'émanciper. Mais bien sûr, c'est comme ça, on ne peut s'émanciper. Cette prison dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous êtes en train de conclure, hein, donc oui. Qu'il finisse et vous allez conclure. Non, on est en train de s'émanciper. Mais finissez déjà. Et pour s'émanciper, il est important de pouvoir reconnecter avec la signification de notre histoire, la signification de notre existence, de telle enseigne que maintenant, que l'autre ne puisse, c'est-à-dire quand je dis celui qui a la parole sur l'humanité,
ne pas simplement ne puisse plus être celui que tu auditionnes avec plaisir comme étant de manière paresseuse en disant effectivement oui et amen, mais que tu sois en mesure non pas simplement de chercher à le prouver lui, mais de pouvoir éventuellement te réconcilier avec d'abord ta propre personne, réconcilier avec toi-même. Et quand je parle souvent, la réconciliation avec soi-même, elle n'est pas simplement au niveau physique de la personne, mais avec tout ce qui est semblable à nous. Parce qu'aujourd'hui, tous ces éléments nous ont amenés à nous auto-détester. Et ce qui fait que le reflet de nous dans un miroir fait que celui qui nous ressemble, on ne lui souhaite pas le bonheur. On ne lui souhaite pas le bien. On a tendance à penser qu'il ne mérite pas bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je disais, il faut s'émanciper. Oui. Il faut s'émanciper parce que nous sommes dans une sorte de prison qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Et ce n'est pas ceux qui sont à l'extérieur qui viendront nous libérer. Amen. Il faut une auto-libération. Merci beaucoup. Amen, mon frère. Il faut une auto-libération. Et cette libération, cette auto-libération... Par la prise de conscience. Par la prise de conscience de qui nous sommes. De notre identité. D'où est-ce que nous venons. La question identitaire est une question existentielle. Cruciale. Il n'y a pas de survie dans le mimétisme. Non. Nous n'allons pas survivre si nous pensons ressembler à autre. Voilà. Mais nous serons respectés par l'autre si nous restons nous-mêmes, si nous restons authentiques. Et je pense que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance illimitée, a donné à chaque peuple un espace, un passé, et chacun devrait assumer ce passé tout en considérant Dieu comme étant un patrimoine commun. Bien sûr. Non pas comme étant quelque chose que les autres vous aurez cédé ou bien quelque chose momentanément. Non, le problème c'est que merci, c'est fini déjà. Non, là tu m'as provoqué. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, cette émission est terminée. Je voudrais vraiment pas la résumer parce que nous avons dit beaucoup de choses et vous avez été au cœur de toutes ces révélations. Simplement, je retiens la phrase du docteur Silas tout à l'heure. Il disait que les Congolais, et je paraphrase un tout petit peu à ma manière, si la question de départ était comment éveiller les consciences de notre peuple, ou la conscience carrément du Congo pour faire face au danger, la réponse est tout à l'heure, chacun de nous doit s'ouvrir, doit s'émanciper. Et la phrase, l'image est belle, nous sommes tous prisonniers, mais la clé pour ouvrir cette prison, c'est de l'intérieur. Donc pour ouvrir une prison de l'intérieur, il faut se réveiller, il faut regarder où se trouve la clé. La clé ici, c'est les savoirs, c'est la considération de soi, c'est la connaissance, c'est la connaissance de soi-même, nous rend fiers et nous donne les moyens de nous lever. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir à Chemin Critique. Ça a été un tout petit peu long, mais c'était essentiel. En votre nom à tous, je remercie Samuel Yamungu, je remercie Silas Makangu, tous les deux, des patriotes, des vrais patriotes, qui ont libéré leur savoir ce soir et qui n'en ont pas fini de continuer à discuter. C'est avec plaisir dont je vous retrouverai certainement la semaine prochaine pour un autre numéro de Chemin Critique. Mais en entre-temps, cette émission vous sera rediffusée demain et sur d'autres plateformes Géopolis Télévision. D'ici là, portez-vous bien. En tout cas, au revoir. Si elle est...